C'est assez remarquable. Un peu d'huile de girofle, le soulagement est immédiat. La vie peut être aussi simple. Soulagement et souffrance. Laquelle de ces deux sensations vais-je provoquer? C'est à vous de décider. Alors, prenez votre temps. Et dites-moi. C'est sans danger. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des sombres histoires de l'art. Et qui dit nouvel épisode, dit nouvelle thématique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une facette peu connue mais ô combien importante de l'histoire de l'art, l'expérimentation. En effet, si l'histoire de l'art est aussi intéressante, c'est parce que de tout temps, des hommes et des femmes ont voulu sortir des conventions académiques pour découvrir de nouvelles facettes du monde artistique. Et ces expérimentations ont parfois pu donner lieu à de véritables petites révolutions de notre manière de penser l'esthétique. Alors évidemment, dans un premier temps, on pense à de grands noms comme Léonard de Vinci ou Pablo Picasso. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous présenter des peintres, des dessinateurs ou des musiciens presque anonymes qui ont poussé l'expérience un petit peu trop loin. Et vous allez voir que l'expérience artistique n'est pas sans risque, tout comme l'expérience scientifique. Alors comme d'habitude, si vous découvrez cette émission, je dois vous prévenir. En effet, les sombres histoires de l'art traitent de sujets qui peuvent rebuter ou bien choquer. Mais maintenant que vous êtes avertis, nous allons pouvoir débuter. Entre drogue, maladie et œuvres d'art mortelles, vous allez découvrir 3 expériences étranges dans le 6e épisode des sombres histoires de l'art. Et pour commencer, je suis très heureux de vous présenter l'un de mes artistes préférés, le peintre franco-polonais Roman Opalka. Opalka fait partie du mouvement de l'art conceptuel initié par Marcel Duchamp et le mouvement Dada. Pour résumer, les peintres de l'art conceptuel considèrent qu'une œuvre d'art n'est pas là pour sa valeur esthétique, mais plutôt pour le message, en tout cas l'idée ou le concept qu'elle porte. En fait, l'art conceptuel, ça représente un petit peu tous les clichés qu'on a sur l'art contemporain. On peut citer comme grande œuvre La Fontaine de Marcel Duchamp ou bien de nombreuses œuvres de l'arte povera italienne, mais restez, ne vous inquiétez pas, ça va devenir intéressant. Opalka est complètement dans cette vision. Ce qu'il cherche dans l'art, c'est le penchant philosophique de celle-ci. Au début de sa carrière, il est plutôt connu pour ses gravures, et il va même remporter quelques prix grâce à celle-ci. Néanmoins, il manque la grande idée, cette idée qui va propulser son art au niveau supérieur. Mais en 1964, un événement qui peut sembler anodin va venir complètement bouleverser sa vie. Alors qu'il est à Varsovie, Opalka va donner rendez-vous à sa femme dans un café. Mais quand vient l'heure du rendez-vous, celle-ci n'est pas là, elle est en retard. Et plus le retard augmente, plus il se met à stresser. Et c'est alors qu'il a compris que la seule chose sur laquelle l'humanité n'a pas d'influence, c'est le temps. Il était là, condamné à attendre à cette terrasse de café, sans pouvoir agir. Et c'est cet événement, ce simple retard, qui va dicter toute la vision de l'œuvre d'art de sa vie. À partir de maintenant, Opalka n'aura qu'un seul objectif, apposer de la manière la plus fidèle le temps qui passe sur une toile. Et un jour, il va se pencher sur les travaux d'un avant-gardiste polonais, Władysław Strymiński. Strymiński considère que chaque centimètre carré d'une toile a la même valeur, que chaque élément, qu'il soit plus ou moins grand, a le même impact sur un tableau. Opalka va alors s'essayer à cette idée dans une suite d'œuvres nommée Chronome. Sur ces toiles monochromes grises, il va venir apposer des millions de petits signes blancs. Et après avoir terminé cette suite d'œuvres, l'artiste n'est pourtant pas satisfait. En effet, cette première tentative d'apposition du temps sur la toile ne lui convient pas. Les chronomes se regardent de manière unique. Chaque itération des chronomes est indépendante. Le spectateur ne peut donc pas se rendre compte du temps qui passe grâce à ces toiles. Mais après de nombreux mois de réflexion, Opalka va enfin trouver l'idée qui va changer sa carrière à tout jamais. Nous sommes en 1965 et c'est là que débute l'œuvre de sa vie, ou plutôt l'œuvre de sa mort, Opalka de 1 à l'infini. Chaque jour, le peintre se lève. Il prend alors une grande toile qu'il recouvre de peinture noire. Il prend ensuite des pinceaux et de la peinture blanche et commence à inscrire la suite des nombres entiers tout en les prononçant en polonais. 8, 4 miliony 959 tysięcy. Il continue ce fastidieux travail pendant des heures jusqu'à atteindre le bas de la toile. Une fois la toile achevée, il se place devant un fond blanc et prend une photo. Pour l'anecdote, la légende raconte qu'une fois qu'il a terminé la première toile, il s'est évanoui tellement le travail était éprouvant. Néanmoins, ça ne reste qu'une légende. Et le lendemain, il recommence. Mais cette fois, il ajoute 1% de blanc au fond noir de la toile. Et une fois que celle-ci est une nouvelle fois terminée,
Il se place une nouvelle fois devant ce fond blanc, avec la même chemise et prend la même photo, avec la même expression. En 1972, il atteint le million et en 2009, il atteint les 5 millions. Et au fur et à mesure que les années passent, la toile devient de plus en plus blanche, confondant les chiffres et le fond. Et à chaque photo, on voit le temps qui passe puisque son corps vieillit. En 2011, Opalka décède après 46 ans de dur labeur. 46 ans qui représentent 233 œuvres et qui s'achèvent par le chiffre 5 607 249. Je suis sincèrement fasciné par l'œuvre de Roman Opalka. On parle de quelqu'un qui a dédié toute sa vie à une seule œuvre d'art. Une œuvre d'art qui ne verra jamais achevée puisqu'elle s'achève le jour de sa mort. Une œuvre cherchant à démontrer avec la plus grande justesse le passage du temps vu par l'humain. Dans Opalka de 1 à l'infini, on a tous les éléments qui montrent le passage du temps, que ce soit artistiquement ou scientifiquement. Chaque détail, c'est le nom que donne Opalka aux chiffres qu'il gravait sur ses tableaux, possède le même statut. En effet, ils sont tous des moments T, des particules de vie apposées à même la toile. En plus, une fois qu'on a observé la toile, la photo nous montre le devenir, et lorsqu'on prend l'œuvre dans son ensemble, on voit ici la continuité du temps. On dit souvent que pour être artiste, il faut être un génie ou bien un fou. Eh bien, je pense qu'Opalka avait ces deux qualités. Et je ne me voyais pas terminer cet acte 1 sans laisser la parole à ce grand monsieur de l'histoire de l'art. J'ai pris mon corps, ma durée, ma existence, comme, souvent je l'ai dit, comme une sorte de sacrifice pictural, et l'essence, la mise en corps de cette démarche fait une œuvre comme nous tous faisons une œuvre de notre vie. Chaque fois que j'ajoute un nombre, tout change. C'est une sorte de promenade, si vous voulez, où les pas sont conscients. Chaque fois, chaque pas ajoute le poids de la durée de tous les pas que vous avez vécus. J'utilise même la mort comme instrument d'une œuvre. Pour finir, pour achever une œuvre, je prends la mort comme outil. Dans notre deuxième histoire, je vais vous demander d'imaginer ce que pourrait donner la rencontre entre les recherches scientifiques et les recherches artistiques. Mais attention, on ne parle pas ici de n'importe quel domaine scientifique, on parle de psychiatrie et de psychothérapie alternative. Notre récit débute dans les années 50 aux États-Unis, en plein début de la guerre froide entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Et qui dit guerre froide, dit course à l'armement. En effet, du côté soviétique comme du côté américain, l'arme nucléaire ne suffit pas. Il faut trouver de nouveaux moyens de dissuasion. L'objectif, renforcer son armée en cas de conflit direct entre les deux blocs. En 1938, un scientifique suisse fait des recherches sur l'ergot de seigle, un champignon qui s'attaque aux cultures de seigle en Europe. Alors qu'il cherche à expérimenter des traitements médicaux pour le cœur, Albert Hofmann, c'est le nom du scientifique suisse, va isoler un élément de l'ergot de seigle. Cette substance provoque des effets apaisants et hallucinogènes et lui donnera le nom de LSD-25. En 1947, le laboratoire suisse Sandoz envoie de nombreuses doses de LSD à des psychiatres ou des psychothérapeutes afin d'étudier ses effets sur le comportement humain. Et en 1953, la CIA commence à s'intéresser au LSD. Elle développe donc le projet MKUltra. L'objectif est de trouver des techniques de contrôle et de manipulation de l'esprit humain. Les études sur le LSD auront pour but, je cite, de créer une arme inhibante, non mortelle, contre des ennemis et des adversaires. Et c'est dans ce contexte qu'intervient le protagoniste de notre histoire, Oskar Janiger. Oskar Janiger est un psychiatre et psychothérapeute, aujourd'hui considéré comme un des pionniers en matière d'hallucinogènes. Il fait partie de ces fameux scientifiques qui ont reçu et acheté le LSD-25 au laboratoire Sandoz. Et le psychiatre va consacrer toute sa carrière à ce stupéfiant de 1954 à 1962. Au total, sur ces 8 années de travail, c'est pas moins de 900 personnes qui consommeront du LSD sous la supervision de Janiger. Parmi ces 900 personnes, on peut retrouver tout type de classe sociale, mais aussi des célébrités comme l'acteur Cary Grant ou le philosophe Aldous Huxley. Et comme vous vous en doutez, si je vous parle de tout cela, c'est qu'il y a une sombre histoire de l'art derrière celle-ci. Et en effet, Oskar Janiger va avoir l'idée de réaliser une expérience avec un dessinateur. Alors on a très peu de données sur cette expérience. En effet, on ne connaît pas la date ni le lieu de sa réalisation et on ne connaît même pas le nom de l'artiste que Janiger a engagé. Tout ce qui nous reste, c'est la retranscription écrite de cette expérience ainsi que les fameuses illustrations de ce dessinateur. Pour vous donner un petit peu de contexte, Janiger va observer durant 8 heures un artiste ayant pris plusieurs doses progressives de LSD. L'artiste devra réaliser des portraits de Janiger tout en répondant à quelques questions. Et vous allez voir que ces témoignages font froid dans le dos.
conditions normales. Aucun effet de la drogue jusqu'à maintenant. Le patient semble euphorique. Je peux vous voir clairement. Si clairement ça... Tout est... J'ai un peu de mal à contrôler ce crayon. Le patient a l'air extrêmement concentré sur ses dessins. Les contours semblent normaux, mais très vifs. Les couleurs n'arrêtent pas de changer. Ma main doit suivre le balayage gras des lignes. J'ai l'impression que ma conscience se trouve dans la partie de mon corps qui active ma main, mon épaule ou ma langue. Le patient est totalement absorbé par son bloc de papier. J'essaie un autre dessin. Les contours du modèle sont normaux, mais maintenant c'est ceux du dessin qui ne sont plus. Les contours de ma main deviennent bizarres aussi. C'est pas un très bon dessin, non? Je vais essayer à nouveau. Le patient enchaîne un autre dessin rapidement. Je vais faire un dessin d'une seule traite, sans m'arrêter. Une ligne, pas de pause. Une fois son dessin terminé, le patient commence à rire, puis semble surpris par quelque chose sur le sol. Le patient essaie de monter sur la table à dessin, et d'une manière générale très agité. Il répond lentement aux stimuli, faire plus de dessins, et est devenu globalement non-verbal, ne parle plus. Tout est changé. Il appelle votre visage entrelacé qui est... Le patient marmonne une sorte de mélodie entre ses dents, quelque chose qui ressemble à Thanks for the Memory. Il utilise maintenant la peinture à la tempera. Le patient s'est réfugié sur le lit, sur lequel il est allongé pendant environ 2 heures, agitant ses mains en l'air. Il revient soudainement vers le matériel à dessin. Choisit cette fois un stylo et de la peinture à l'eau. Le patient se déplace dans la pièce selon un schéma et des variations complexes, pendant 1h30 avant de s'installer pour dessiner à nouveau. On peut constater les effets physiques de la drogue. Je peux sentir mes genoux à nouveau. Je pense que les effets diminuent. Voilà un très bon dessin. Ce crayon à papier est vachement dur à tenir. Le patient tient en réalité un pastel. Le patient est assis sur son lit couchette. Il explique que l'intoxication a disparu, mis à part des distorsions occasionnelles de nos visages. Nous demandons qu'il réalise un dernier dessin qu'il fait avec peu d'enthousiasme. J'ai rien à dire sur ce dessin. Il est mauvais, sans intérêt. Je veux rentrer chez moi. Fin de l'expérience. Et voici notre dernière expérience. Et pour cette dernière expérience, on va parler d'un sujet qui nous touche toutes et tous, la maladie. Mais avant de débuter ce 3e acte, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Sous l'Empire romain ou égyptien, il existait une condamnation encore pire que la peine de mort, la damnatio memoriae. Le principe était tout simplement d'effacer le condamné de l'histoire, d'éliminer tous les hauts faits qu'il a pu réaliser dans sa vie. La condamnation, personne ne se souviendra de vous et vous serez oublié pour l'éternité. Et qu'y a-t-il de plus terrible pour l'être humain que d'être oublié? Eh bien je pense qu'il y a pourtant une condamnation encore pire, celle de s'oublier soi-même. Imaginez qu'il existe une maladie capable de nous faire oublier nos propres actes, une damnatio memoriae inversée en sorte. Une maladie qui, au fur et à mesure qu'elle progresse, nous amène indubitablement vers le néant. Vous vous en doutez, on parle ici de la démence d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative des tissus du cerveau, et c'est actuellement le cas de démence le plus fréquent chez l'être humain. Alzheimer entraîne la perte progressive et irréversible de nos fonctions mentales et de notre mémoire. Et un artiste a décidé de s'attaquer à cette maladie incurable, d'essayer de la comprendre, mais surtout de la représenter du mieux qu'il peut. Son nom est The Caretaker. The Caretaker est un artiste et musicien anglais travaillant autour de la musique d'ambiance. Et celui qui se fait appeler le Gardien a pour sujet principal de son œuvre la mélancolie, la nostalgie et surtout la mémoire. La maladie d'Alzheimer était donc un sujet tout trouvé pour cet artiste. En 2009, le musicien sort un album nommé A Empty Bliss Beyond the World, qu'on pourrait traduire par un bonheur vide au-delà de ce monde. Ce 9e album, traitant pour la première fois de la maladie d'Alzheimer, remporte un franc succès et le pousse à continuer ses recherches. Néanmoins, ce n'est pas de cet album dont nous allons parler aujourd'hui. Mais si le sujet peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Nous allons en réalité parler de son 11e et dernier projet,
Everywhere at the End of Times, paru entre 2016 et 2019. Alors vous vous demandez certainement pourquoi le projet possède plusieurs dates de sortie. Eh bien pour comprendre, il faut que je vous explique un petit peu en quoi consiste l'œuvre. Le projet est composé de 6 albums studio. Ce caretaker souhaitait décrire de la manière la plus fidèle l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Et pour cela, il va utiliser des samples de big band. Le big band est un style de jazz orchestral typique des années 30. Il était notamment très utilisé lors des bals dansants. Et choisir ce style n'est pas un hasard. En effet, le big band est un style typique d'une époque, et surtout un puits à souvenirs pour les patients atteints d'Alzheimer. Un style musical rappelant les rencontres amoureuses, ou bien les bals de fin d'année, ou encore les soirées entre amis. Ce caretaker va alors découper son projet en 6 étapes. 6 étapes se détériorant et nous amenant inéluctablement vers le néant. Le projet nous montre en réalité l'évolution de la démence en nous mettant directement à la place du patient. Et la manière dont est sorti le projet accentue cela. En effet, l'artiste a sorti les albums avec 6 mois d'intervalle chacun, pour nous montrer réellement comment dans le temps, l'esprit se dégrade sous Alzheimer. Ceci explique donc la sortie entre 2016 et 2019. Alors avant de vous décrire chaque étape, je ne peux que vous conseiller d'écouter les 6 heures d'enregistrement. Néanmoins, j'ai mis une réserve, car l'expérience est réellement troublante, voire traumatisante, pour ceux dont les proches sont atteints de cette maladie. Maintenant, nous pouvons rentrer dans l'analyse de l'œuvre. La première étape du projet nous présente plusieurs musiques typiques du big band, tantôt joyeuses, tantôt mélancoliques. Les musiques semblent nous présenter les souvenirs d'une manière plutôt romantique et nostalgique. Les premiers signes de la maladie ne sont pas encore présents, à part quelques distorsions et grésillements du vinyle. La deuxième étape est bien moins heureuse. Ce caretaker la symbolise par le déni. Le patient sait que quelque chose ne va pas et refuse de l'accepter. On peut observer certains moments de doute et de prise de conscience. La maladie arrive, les boucles de musique sont beaucoup plus brouillonnes et le grésillement s'intensifie. Ce caretaker est presque ironique sur la situation en appelant le premier titre « Losing Battle in Raging », que l'on pourrait traduire par une bataille perdue d'avance, fait rage, montrant parfaitement le tiraillement du patient, cherchant à fuir un mal dont on ne peut se soustraire. Le troisième acte représente les derniers souvenirs cohérents du patient. On voit qu'une sorte de brume ou d'effet sous-marin semble s'emparer de la musique. Elle devient plus abstraite et distordue. Ce caretaker présente pourtant l'étape 3 comme la plus apaisante, car le patient n'a pas encore conscience qu'il a réellement la démence. On a véritablement une sensation de calme avant la tempête. Quelque chose de vicieux s'avance, mais il n'est pour l'instant pas encore pleinement visible. C'est seulement à la fin de cet album qu'il va se montrer, dans une entrée sans transition et fracassante. La quatrième étape symbolise la rupture. La capacité à se remémorer cède la place à la douleur et à l'horreur. Le patient lutte sans pour autant être en état de le faire. La musique a laissé place au bruit, même si quelques notes sont audibles, à certains instants, comme de courtes réminiscences de passé trouble et opaque. Le patient semble enfermé dans un manoir hanté, semblable à celui du film Shining. Le problème étant que ce manoir se trouve être sa propre conscience. L'acte 5 est certainement le plus agressif. On y trouve un brouhaha général semblable à un embouteillage neurologique. Il n'est qu'un mélange d'enchevêtrements, de superpositions et de ruptures semblables à des spasmes musicaux. Les pistes sont superposées et inaudibles. On ne peut qu'imaginer la tourmente dans laquelle se trouve le patient, mélangeant et oubliant sans cesse ses propres souvenirs. Le vide. Plus rien. Le patient est proche du coma. Plus rien ne semble avoir de sens dans le monde qui l'entoure. L'être
L'être humain est dans un état apathique, éloigné de tout. Mais à la toute fin du projet, The Caretaker va pourtant reproduire le phénomène de lucidité terminale. La lucidité terminale est un phénomène rapporté par de nombreux scientifiques. C'est un retour à la lucidité, une reprise soudaine de la conscience quelque temps avant le décès. La lucidité terminale semble représenter une lueur d'espoir dans ce cauchemar. Peut-être est-ce une nouvelle moquerie de la démence, nous laissant entreapercevoir cet espoir avant de nous le reprendre, mais cette fois pour l'éternité. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, dans cette émission, j'avais envie de vous montrer une autre facette un peu méconnue de l'histoire de l'art. Et comme la vidéo précédente, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou tout simplement en la likant, car qui sait, selon vos retours, il est possible de faire un épisode 2 sur les expériences artistiques. Et pour ceux qui découvriraient la chaîne, je ne peux que vous inviter à regarder les autres épisodes des Sombres Histoires de l'Art ou à découvrir mon deuxième concept, LDDO, le doigt dans l'œuvre, dans lequel j'explore des œuvres d'art dans d'autres œuvres d'art. Et si vous voulez me retrouver sur d'autres plateformes comme Instagram et TikTok, le lien est dans la description. Voilà pour la classique outro, prenez soin de vous et moi je n'ai plus qu'à vous dire comme d'habitude, à très vite pour un nouvel épisode des Sombres Histoires de l'Art.